Bonjour à tous, je suis Guillaume Ressier, je travaille à la Directe de Meuse en tant qu'adjoint et responsable de l'inspection du travail. À la demande de Thomas Cap, directeur régional adjoint, j'interviens aujourd'hui pour ce colloque Université de Nancy 2 sur le droit social et le Covid-19, un colloque confiné et virtuel, où j'interviendrai sur le rôle de l'administration du travail. Et donc cette intervention va s'articuler en deux points. D'abord, le champ de l'entreprise et de l'emploi, et ensuite celui du système d'inspection du travail. Alors, s'agissant du premier point, entreprise et emploi, nous aborderons essentiellement le chômage partiel, aussi appelé activité partielle, qui est un dispositif au cœur de la préservation de l'économie et des emplois. Ensuite, nous prendrons un rapide temps pour évoquer la coordination par le préfet de l'action des services de l'État dans le champ des entreprises et de la vie économique pendant la pandémie virale. Donc, s'agissant du chômage partiel. Le message de l'administration du travail aux entreprises est le suivant. Ne licenciez pas, ne vous privez pas des compétences dont vous aurez besoin au moment de la reprise. Le cadre légal du chômage partiel est fixé par l'article L5122.1 du Code du travail, qui dispose que les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de leur salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement, soit à la réduction de l'horaire habituel de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'État. Alors, plus récemment, l'article 11 de la loi 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et le décret pris en son application, le décret numéro 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, ont fait évoluer ce dispositif pour l'ouvrir plus largement. La logique d'éligibilité du chômage partiel est la suivante, c'est une forme de logigramme avec une succession de questions. Première question, est-ce que l'employeur est dans un secteur visé par les arrêtés de fermeture qui aujourd'hui sont repris par un décret? Alors, si c'est le cas, eh bien, je suis éligible au chômage partiel. Si ce n'est pas le cas, je vais me poser une nouvelle question. Est-ce que l'employeur est confronté à une réduction, une suspension d'activité liée à la conjoncture ou un problème d'approvisionnement? Alors, si c'est oui, à nouveau, je suis éligible au chômage partiel. Et si c'est non, je vais me poser une troisième question, qui est la suivante. Est-ce que les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés peuvent être prises euh, par l'employeur, donc télétravail, gestes barrières, règles de distanciation, dont on a beaucoup entendu parler. Et donc, si c'est oui, eh bien, je vais pouvoir continuer mon activité. Et si ce n'est pas le cas, je suis éligible au chômage partiel. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est par rapport à la nouveauté de ce dispositif, c'est que l'État indemnise désormais intégralement un plancher salarial de 70% du brut, 84% du net, contre auparavant une indemnité forfaitaire que l'employeur devait compléter jusqu'à ce ratio. Donc l'engagement de l'État est plus important. Et l'autre conséquence qu'on note, c'est que en versant quelque chose qui est au prorata de la rémunération, eh bien, on l'ouvre en pratique à toutes les rémunérations et pas seulement aux rémunérations les plus proches du SMIC. Alors, socialement, les salaires versés sont exonérés de cotisations, sauf CSG et CRDS, et cela s'étend aux salaires que l'employeur voudrait maintenir au-delà de ce plancher de 70% du brut, 84% du net. Alors dans la limite de la durée légale du travail. Mais voilà, l'ensemble des salaires versés sont exonérés de cotisations, sauf CSG, CRDS. Troisième point à retenir, peut-être quelques chiffres. La très forte montée en puissance du dispositif, puisque le 2 avril, un salarié du privé sur 5 était au chômage partiel, 1 sur 4 était au chômage partiel le 6 avril, et au 11 avril, la veille de cet enregistrement, c'était un salarié sur 3 qui était au chômage partiel. Cela correspond donc au 11 avril à 8 millions de salariés, plus de 700 000 entreprises qui bénéficient du chômage partiel. En une semaine, une hausse de 3 millions de salariés supplémentaires. Voilà pour ce qu'il y avait à retenir, voilà pour la logique. On peut encore prendre un temps maintenant pour quelques faits importants liés à l'activité partielle. Donc, le premier fait, c'est que nous avons connu une augmentation sans précédent de la capacité
et de la demande de chômage partiel. Donc notre dispositif informatique de l'administration et de l'agence des services et du paiement a augmenté régulièrement pour dépasser les premières difficultés. Donc aujourd'hui, nous en sommes à une faculté de 400 000 utilisateurs quotidiens. Nous avons automatisé l'accueil des demandes, hein, ça sera effectif à partir du 14 avril, donc dans les prochains jours. Et une validation automatisée sous 48 heures est déjà en place. Voilà. Pour les difficultés qui ont pu être connues, eh bien, une rétroactivité des périodes demandées a été instaurée jusqu'à 30 jours avant le jour de la demande. C'est-à-dire que au jour de la demande, on peut faire une demande qui reprendra jusqu'à 30 jours avant. Voilà. Alors, par ailleurs, le champ d'application du chômage partiel a été étendu par des mesures exceptionnelles. Donc aujourd'hui, on peut retenir qu'il est étendu à tous les salariés, y compris les apprentis, les CDD, les intérimaires, les intermittents, et ce, quelle que soit leur rémunération. Plus encore, depuis l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, le dispositif a été étendu sous une autre forme aux assistantes maternelles et à l'emploi à domicile, qui sont deux composantes essentielles de l'articulation entre la vie au travail et la vie privée. A fortiori, encore plus depuis la fermeture des écoles, des collèges et des lycées aux élèves par mesure de sécurité depuis le 16 mars et jusqu'à nouvel ordre. Dans ce cadre, les services de la Directe combattront l'éventuelle fraude, d'abord au titre du travail dissimulé, avec remboursement des sommes versées, interdiction des aides publiques, emploi-formation pendant 5 ans, et ensuite au titre du droit pénal général, du délit de fausse déclaration, qui est puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Travaillant en Meuse, je me permets un point sur la situation meusienne pour illustrer le propos. En Meuse, des informations collectives et individuelles, notamment par les renseignements de l'inspection du travail et le service instructeur de l'activité partielle, sont données à l'ensemble des acteurs économiques et à l'ensemble des usagers, salariés et employeurs. Nous renseignons par ailleurs sur l'ensemble des aides que nous allons voir un peu plus tard rapidement. Au 10 avril, c'est en Meuse 1587 demandes concernant 13 191 salariés, en moyenne 88% de l'effectif de l'établissement demandeur, pour un prévisionnel de un peu plus de 7 millions d'heures, toujours en augmentation. Voilà, j'en ai terminé avec l'activité partielle et la forme spécifique de ce colloque ne permettra pas de questions, donc j'enchaîne directement sur un point rapide, mais pour souligner l'importance de la coordination des services de l'État par le préfet. Alors, je prendrai l'exemple meusien que je connais. L'administration du travail concourt quotidiennement à l'articulation des mesures d'ordre public social et d'ordre public général dans la perspective de la prévention du risque biologique de la pandémie virale. À ce titre, le préfet dirige quotidiennement, 7 jours sur 7, un comité de défense où les services de l'État coordonnent leur action, partagent des informations et tiennent informés régulièrement les partenaires sociaux et les acteurs économiques du département. Dans le champ de l'administration du travail, au titre de ce comité de défense, on peut évoquer certains sujets. Tout d'abord, les aides mobilisables par les entreprises. Il est maintenant connu qu'un report des cotisations sociales est possible auprès de l'URSSAF, qu'un report des prélèvements fiscaux est possible auprès des impôts, un report des factures énergétiques pour les entreprises qui exercent cette mission de service public. Les prêts bancaires peuvent être garantis par l'État, par l'intermédiaire de la BPI. Et il existe maintenant, en train de se mettre en place, un fonds de solidarité alimenté par l'État et par les collectivités, disponible pour les entreprises et entrepreneurs qui ont connu une perte de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est géré par les impôts pour le moment. Enfin, une autre à noter, assez récente, c'est aussi la reconduction de la prime dite Macron, qui était donc une prime exceptionnelle défiscalisée mise en place en 2019 et qui est reconduite en 2020 avec une période plus large de mise en place que celle de l'année précédente. Un autre sujet qui peut être évoqué en comité de défense, c'est la question des contrôles régaliens. Donc, bien évidemment, les règles de confinement de la population et les contrôles conduits par les forces de l'ordre, le contrôle des prix par les collègues de la concurrence et les contrôles vétérinaires par les collègues des services vétérinaires.
À ce titre, l'inspection du travail, dans le respect des conventions 80 et 129 de l'Organisation internationale du travail, échange dans ce cadre des informations pour identifier des interventions qui pourraient être demandées pour avoir de l'information ou du conseil, ou encore échange sur des signalements de manquements à constater et à faire cesser. Très récemment, à titre d'exemple, puisque c'est le week-end de Pâques, un plan d'intervention spécifique a été mis en place pour prévenir les dérives pendant le week-end au niveau des forces de l'ordre, et celles-ci ont fait remonter des signalements qui donneront lieu à des interventions de l'inspection du travail auprès d'établissements que nous avions pourtant déjà sollicités en amont. Mobilisation exceptionnelle par ailleurs des entreprises qui est coordonnée autour du préfet, c'est mon dernier point sur le comité de défense à souligner. Des entreprises de la chimie, du textile, des entreprises relevant des secteurs de l'insertion par l'activité économique innovent et se regroupent autour de cet effort commun pour lutter contre l'épidémie en fabriquant notamment du gel hydroalcoolique qui n'était pas prévu initialement dans leur activité ou encore des masques lavables. Voilà. J'en ai donc terminé sur cet aspect relatif aux entreprises et à l'emploi où on a pu voir le cœur de la machine qui est l'activité partielle et l'ensemble des articulations qui sont mises en place pour les entreprises et pour les citoyens dans le cadre de l'épidémie par le préfet de département. Je vais donc maintenant engager la deuxième partie sur le système d'inspection du travail. Alors, le droit social, le droit du travail, vivent un contexte particulier et plus que jamais, la formule droit du travail, droit vivant de Jean-Emmanuel Ray, que j'ai appris moi-même à l'université Nancy 2 par le passé, est vérifiée. Alors, dans ce cadre, le système d'inspection du travail est toujours chargé, d'une part, d'assurer l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur métier, et d'autre part, des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces pour faire respecter ces règles. C'est ainsi que je vais vous parler d'abord de l'organisation des renseignements en droit du travail et ensuite nous verrons l'aspect inspection à proprement parler et contrôle. Donc d'abord la mission d'information et de conseil et ensuite la mission régalienne de contrôle. Donc les renseignements en droit du travail. Instauré au printemps 2019, nous répondons à un numéro unique national qui est le suivant, le 0806 000 126. Je répète, 0806 000 126. Où ensuite, donc l'usager remplit sur le téléphone le département dans lequel il travaille et ensuite valide. Et ça l'oriente directement vers les services départementaux compétents. C'est pris d'un appel local. Et ces renseignements, du coup, ils se poursuivent avec de moindres sollicitations en ce moment sur les thèmes habituels et une grande majorité de questions qui portent sur les conséquences de la pandémie virale sur le travail, le droit du travail, le droit social et la vie en entreprise. Alors, je vais peut-être détailler quelques champs de questions que nous recevons. D'abord, l'aspect droit social avec très nombreuses questions sur les arrêts de travail spéciaux Covid-19 depuis le 31 janvier, leur extension aux personnes à risque selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique et les arrêts pour garde d'enfants depuis la fermeture des écoles déjà évoquée le 16 mars. Alors ces sujets-là, on est sur un arrêt de travail qui est mis en place par une succession de textes qui a pour but de supprimer des conditions d'ancienneté, supprimer des conditions des jours de carence, et puis d'intervenir par une succession de textes à nouveau sur les effets des règles du complément employeur. Je ne rentrerai pas dans le détail. À partir de là, d'autres champs de questions en droit social aussi intéressants, c'est la prolongation des allocations des demandeurs d'emploi, des questions sur les frontaliers, puisque nous travaillons proche des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes notamment. Des questions sur les intermittents, pour lesquels le ministère du Travail a apporté des aménagements, et aussi sur les apprentis en CFA. Donc sur tous ces points, le ministère du Travail a réagi et nous avons actualisé nos connaissances pour les transférer aux usagers. Voilà pour ce qui est du droit social. Maintenant, parlons
de la prévention des risques. Donc tous les employeurs et donc finalement aussi tous les salariés se sont sentis concernés par la question de la mise à jour de l'évaluation du risque biologique et des mesures de prévention qui en découlent dans les entreprises. Alors ces protections, elles sont collectives comme individuelles, notamment la fameuse question des masques, des gants, et d'autres points sur la prévention des risques qu'on retrouve dans toutes les questions, c'est la question de l'intégration des gestes barrières et de la distanciation sociale dans les modes opératoires. Parce que autant la consigne est applicable immédiatement dans la vie privée, autant en entreprise, elle doit se conjuguer avec le mode opératoire de travail. Euh, il va falloir organiser le travail pour permettre de respecter la distance, pour permettre de respecter le lavage des mains, pour permettre de respecter l'ensemble des consignes qui sont données. Alors, ensuite, le point à noter là-dessus, c'est bien sûr la prééminence du télétravail et l'impossibilité de mettre en œuvre pour bien des métiers. Depuis le 27 mars 2020, une publication est assurée, actualisée chaque jour par le ministère du Travail, de fiches métiers sur la prévention du risque Covid 2019, dont nous contribuons à la diffusion. C'est ce qui est appelé les guides sectoriels des bonnes pratiques, qui permettent, avant d'avoir réfléchi à toute mise en œuvre d'une mise à jour d'évaluation des risques, à un ensemble de gestes et pratiques et modifications qu'il convient de mettre dans son métier et dans son mode opératoire. On peut citer les boulangeries, la distribution, la vente à emporter. Référez-vous au site du ministère du Travail. Troisième point à noter dans les questions, ça va être des questions sur les mesures d'accompagnement économique, l'activité partielle et puis les autres mesures que nous avons évoquées plus tôt. Alors là-dessus, ce n'est pas nécessairement le cœur de métier du service de l'inspection du travail, mais dans un effort collégial, nous renseignons et nous orientons les usagers en leur donnant les premiers éléments de réponse et en les envoyant vers les administrations ou services compétents pour les accompagner dans ces démarches. Un autre point, c'est, et ce sera mon dernier, c'est la question des règles exceptionnelles de la durée du travail et du repos et des congés. Donc, des dérogations en durée du travail ont été annoncées dans la presse et nous sommes en attente d'un décret qui introduirait une nouvelle faculté de mise en œuvre. Le principe, pour la plupart d'entre elles, est toujours la conclusion d'un accord. Et à défaut, une demande qui est faite à l'administration et qui est toujours possible et qui est possible dès maintenant. Donc ce décret, lui, introduirait une possibilité de décision unilatérale de l'employeur de déroger à la durée du travail. Nous vous renvoyons au service de renseignement pour avoir un détail parce que les règles changent peut-être un peu d'une dérogation à l'autre et d'une faculté à l'autre. Sur les congés et sur les repos, eh bien, dès maintenant, l'employeur peut déroger aux règles et faire prendre des repos avec des délais de prévenance tout à fait réduits et dans la limite de 10 jours, tous les repos conventionnels. Par contre, les congés payés, eux, supposent toujours la conclusion d'un accord de branche, comme a pu le faire récemment la métallurgie, ou d'un accord d'entreprise, pour pouvoir poser jusqu'à 6 jours. À nouveau, je vous renvoie au service de renseignement pour entrer dans le détail de toutes ces mesures-là. Il ne faut pas que je me laisse prendre au jeu. Enfin, il est intéressant peut-être de prendre quelques exemples. Comment réagir? Donc, sur la Meuse, nous avons mis en place un dispositif technique qui a permis à ce que les inspectrices et inspecteurs du travail et leurs responsables, moi-même, répondent directement à cette mission, ce qui a permis de mettre au service des usagers, salariés, entreprises, partenaires sociaux, notre technicité juridique, la connaissance des entreprises et des secteurs que nous contrôlons, ainsi qu'une capacité d'intervention d'inspection du travail au-delà du simple renseignement, et une réactivité accrue. Donc nous étions 2 agents plus un responsable au départ, nous sommes 4 agents plus un responsable aujourd'hui, au regard des disponibilités des agents et de la capacité d'organisation. Depuis le début du confinement, 16 mars, en Meuse, nous avons rendu, à titre d'illustration, 400 renseignements téléphoniques et 75 renseignements écrits sur ces matières. Je vais terminer tout cela et conclure sans conclusion vraiment sur le point du contrôle de l'effectivité du droit et du geste d'inspection du travail. Donc,
La première priorité du service, c'est l'état d'urgence sanitaire et la prévention du risque Covid. Donc à ce titre-là, nous travaillons, nous informons et nous intervenons auprès des entreprises sur la mise à jour de l'évaluation du risque biologique par les entreprises, sur l'exercice du droit d'alerte par les représentants du personnel qui l'ont exercé effectivement parfois sur la prévention de ce risque biologique. Et nous sommes amenés à intervenir, ce qui n'a pas été le cas en Meuse, sur la résolution de ces désaccords entre l'employeur et les représentants du personnel. De la même façon, priorité est donnée sur le droit de retrait exercé par des salariés ou invoqué par des salariés. Ça a été le cas en Meuse, effectivement, pour régler cette situation et apprécier avec l'entreprise, les salariés et les représentants du personnel les modalités de prévention du risque biologique nécessaires. Et puis enfin, la dernière priorité, c'est le respect de l'ordre public social, durée du travail, congé, contrat, lorsque des situations nous sont signalées et qu'il est besoin d'intervenir. Les autres interventions traditionnelles de l'inspection du travail obéissent à des priorités qui sont aussi soulignées par l'instruction de la Direction générale du travail du 13 mars 2020. Donc c'est l'autorité centrale organisationnelle de l'inspection du travail. À ce titre-là, la priorité est bien sûr aussi donnée pour une intervention aux accidents du travail, aux questions concernant les représentants du personnel, leur licenciement, mais aussi d'autres sujets, et les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel, qui restent toujours une priorité. Les perspectives du service d'inspection du travail, d'une manière plus large, finalement, c'est la question de la reprise des activités qui est en cours et la prévention du risque qui est prise en main par les branches, par les groupes d'entreprises et par les employeurs, et qui nous appartient d'accompagner en veillant au respect des dispositions de la réglementation. Alors à ce titre-là, on peut citer effectivement l'industrie qui a produit un guide, l'UMM, le 24 mars. Le BTP, dont le guide réalisé par l'OPP BTP a été validé par l'administration le 3 avril, ou encore un récent guide réalisé par la filière du bois. Donc tout ça, c'est un ensemble de recommandations sur les points de vigilance et les mesures à mettre en œuvre ou sur lesquelles il faut réfléchir pour pouvoir envisager de reprendre une activité en sécurité ou pour sécuriser une activité qui aurait continué mais pour laquelle on n'aurait pas forcément pensé à toutes les mesures nécessaires. Alors, comme sur les autres points, quelques illustrations s'agissant de la Meuse. Donc en Meuse, une action collective a été conduite vers les commerces qui sont dits ouvrables et vers les boulangeries qui accueillent du public aussi, ce qui a donné lieu à plusieurs interventions à distance et des contrôles sur place. Donc les commerces ouvrables, c'était ces commerces recevant du public qui, par exception, ne fermaient pas et dont nous avons estimé que le fait qu'ils emploient de nombreux salariés et qu'ils reçoivent énormément de public devait pour nous être une priorité d'intervention parce que augmenter la protection des salariés par des mesures de prévention collective et individuelle, c'était aussi protéger l'ensemble des citoyens et réduire la dissémination du virus dans ces lieux recevant du public. Ce travail-là a aussi été conduit sur l'aspect commerce par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Alors, aujourd'hui, ces règles-là, c'est un décret 2020-293 qui a repris des arrêtés des 14 et 15 mars pour clarifier l'ensemble et stabiliser la situation. Donc en Meuse, pour l'inspection du travail, les interventions à distance ont été conduites dès le 16 mars. Donc nous avons conduit 150 interventions à distance auprès des entreprises, donc avec du renseignement des représentants du personnel, des employeurs, la participation à distance à des réunions du comité social et économique, qui se réunissent notamment pour déterminer les conditions de reprise d'activité en sécurité, ou encore à intervenir auprès des entreprises qui nous ont été signalées par diverses sources ou qui ont sollicité elles-mêmes une intervention et notre expertise par rapport à ces situations de réduction d'activité, de reprise d'activité, de prévention du risque biologique. Enfin, les contrôles sur place, donc après une période d'amortissement de 2 semaines avec toute cette évolution réglementaire,
Les contrôles sur place ont repris depuis le 2 avril. Donc nous avons repris jusque-là 5 contrôles sur place en reprise progressive, hein, et notre capacité d'intervention qui dépend des effectifs, de leur aptitude médicale, de leur statut de personne à risque ou pas, des situations de garde d'enfants éventuelles, et bien évidemment aussi des équipements de protection individuelle qui sont mobilisables par nous en interne ou par d'autres moyens. Voilà, j'espère avoir pu éclairer un peu la situation qui m'était demandée, hein, de faire un topo global sur le rôle de l'administration du travail dans le champ des entreprises et de l'emploi, où nous avons vu notre rôle essentiel essentiellement plutôt autour de l'activité partielle et de la participation à l'effort départemental autour du comité de défense piloté par le préfet. Et puis au niveau du système d'inspection du travail indépendant et piloté par la Direction générale du travail, eh bien, comment nous accomplissons la mission d'information et de conseil, ainsi que la mission régalienne de contrôle par les services de renseignement et par les agents de contrôle de l'inspection du travail. Je vous remercie beaucoup et je vais arrêter cette intervention.